Je m'appelle Major Général Laura Whitaker, du Corps des Marines des États-Unis. Et le jour où mon père a épousé sa deuxième femme devant 100 personnes à la salle de la Légion américaine de Fredericksburg, en Virginie, je l'ai entendu me pointer du doigt et dire « Elle n'est rien d'autre qu'une bâtarde ». J'aimerais pouvoir vous dire qu'après 54 ans de vie à porter cet uniforme et 2 étoiles sur mon col, ces mots n'ont eu aucun effet sur moi. Mais ce ne fut pas le cas. Ils ont frappé fort et ils sont restés. Je me tenais là, tenant un gobelet en carton rempli d'un café qui avait un goût de marque brûlée et de polystyrène, entouré de chaises pliantes et de nappes en plastique. Le DJ passait du vieux Conway Twitty et la foule était détendue par le vin bon marché et les bières Budweiser de l'open bar. Puis papa a levé son verre pour un toast. Il ne m'a pas mise à l'honneur. Il m'a rabaissée. On pouvait sentir le silence envahir la pièce. Les fourchettes se sont arrêtées de gratter les assiettes en carton. Tante June a eu un hoquet de surprise et a murmuré « Pour l'amour de Dieu !» Quelqu'un a ri nerveusement, pensant peut-être que c'était une blague, mais ça ne l'était pas. Il le pensait vraiment. Il y a mis tout son poids. Il l'a dit comme un homme qui rétablit la vérité. Il s'est tourné, a bombé le torse et a passé un bras autour d'Ashley, la fille de sa nouvelle femme, Denise. Elle avait 26 ans, les cheveux laqués très hauts, une robe rose trop serrée pour l'occasion et un petit sourire narquois sur les lèvres. « Voici ma vraie fille », a dit papa. « C'est elle qui porte mon nom avec honneur. » Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas haussé le ton. Ce n'a jamais été ma façon de faire. Le corps m'a appris la discipline, mais je la pratiquais bien avant de signer ces papiers d'engagement à Leach, au Texas. J'ai juste posé mon café et j'ai dit au barman, un gamin avec un gilet et un nœud papillon, « L'eau ira très bien. Merci. » Je suis sortie sur le parking. Le soleil se couchait, la chaleur montait de l'asphalte et les cigales bourdonnaient dans les arbres. Je me suis appuyée contre ma voiture, une Chevrolet Malibu gris terne, et j'ai respiré profondément. L'odeur de l'herbe coupée se mélangeait à la fumée de cigarettes de quelques vieux vétérans attardés près de la porte. Ils m'ont regardé, puis ont détourné les yeux. Les gens ne savent jamais quoi faire dans des moments pareils. À l'intérieur, les rires ont repris. Quelqu'un a remonté la musique. Je pouvais imaginer papa dansant de manière raide avec Denise, la nouvelle mariée. Je pouvais imaginer Ashley savourant les compliments, disant à qui voulait l'entendre qu'elle était aussi une marine stationnée à Quantico. Elle ne mentait pas. Elle ne leur disait simplement pas le reste. Qu'elle travaillait dans l'administration et que son nom était déjà passé sur mon bureau dans un rapport concernant des reçus de voyage falsifiés. Mais ce n'était pas le moment. À cet instant, tout ce que je pouvais entendre, c'étaient les paroles de mon père qui résonnaient plus fort que les cigales. Elle n'est rien d'autre qu'une bâtarde. Je suis une femme qui a enterré des amis à Arlington. Je suis une femme qui a monté la garde pendant des tempêtes de sable, qui a écrit des lettres à des mères quand leur fils ne rentrait pas à la maison. Et pourtant, dans cette salle, devant des voisins, des cousins et les dames de l'église, mon père a pris chaque once de dignité que j'avais gagnée et a essayé de la réduire aux circonstances de ma naissance. Ce qu'il y a avec l'humiliation, ce n'est pas seulement les mots, c'est la façon dont ils restent suspendus dans l'air, la façon dont les yeux des gens évitent les vôtres, la façon dont ils décident s'ils doivent applaudir ou rester silencieux. Ce silence est plus lourd que l'insulte. J'ai pensé à partir. J'ai pensé à prendre l'autoroute I-95 et à retourner à Stafford pour laisser cette nuit derrière moi. J'ai pensé à ma housse d'uniforme encore dans le coffre, provenant de la cérémonie à laquelle j'avais assisté plus tôt ce matin-là à Quantico. La tenue de cérémonie bleue, les chaussures cirées, les décorations dont je ne me suis jamais vantée. 2 étoiles d'argent que j'avais gagnées à la dure, année après année. Et j'ai pensé à maman, partie depuis longtemps maintenant, qui me disait « Laura, tu n'as pas à mener tous les combats. Mais les combats que tu choisis, mène-les proprement. » Je suis donc restée sur ce parking plus longtemps que je n'aurais dû, laissant les cigales combler le silence que papa avait laissé en moi. Et j'ai décidé qu'en rentrant, je n'allais pas me battre de manière déloyale.
Je n'allais pas hausser le ton ni m'en prendre à l'homme qui m'avait donné la moitié de mon sang. J'allais me tenir debout pour ce que j'étais. Rien de plus et rien de moins. Mais ce moment, la piqûre de ces mots, ce silence dans la salle de la Légion, c'est là que mon histoire commence vraiment. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. La chambre de motel sentait légèrement l'eau de javel et la fumée rance, le genre d'odeur qu'on ne peut masquer avec aucune quantité de désodorisant. J'étais allongée là, sur le matelas rigide, encore chaussé, fixant le plafond moucheté et écoutant les camions gronder sur la route 1. Chaque fois que je fermais les yeux, je l'entendais à nouveau. La voix de papa, claire, comme de l'eau de roche. Elle n'est rien d'autre qu'une bâtarde. On pourrait penser qu'une femme de mon âge, générale dans les Marines, serait plus endurcie, et à bien des égards, je le suis. J'ai tenu tête à des commandants qui pensaient que je n'étais pas à ma place. J'ai vu de jeunes Marines mourir sous mes ordres, et j'ai dû appeler leurs parents. J'ai supporté une chaleur désertique qui déformait l'horizon et rendait les fusils trop brûlants pour être touchés. Mais ce sont les mots d'une petite ville, venant de votre propre sang, qui peuvent blesser plus profondément que n'importe quelle bataille. Allongée là, j'ai repensé à l'endroit où tout a commencé. Leach, Texas, les années 70. Un duplex qui tremblait sous le vent. Un climatiseur d'appoint qui permettait à peine de vivre dans la cuisine en juillet. Ma maman, Maggie, faisait des doubles services dans un restaurant près de la 34e rue. Elle rentrait à la maison en sentant la graisse de friture et le café, les cheveux attachés, les chaussures retirées, dès la porte. Elle était petite, mais elle avait un caractère plus fort que n'importe quel homme que j'ai rencontré. Papa n'était pas très présent. Il avait son entreprise de climatisation, ou du moins le début d'une, mais il n'était jamais stable. Parfois, il arrivait dans un pick-up Ford. Parfois, il disparaissait pendant des semaines. Quand il venait, il avait le don de gâcher une bonne journée avec un mot ou deux. Il ne s'est jamais présenté à une pièce de théâtre de l'école ou à un match de baseball. J'ai appris tôt que si je voulais quelque chose, je devais le gagner moi-même. Des tournées de journaux avant l'aube, pliant le papier avec des doigts gelés. L'été, je tondais les pelouses, je ramassais les feuilles, je faisais tout ce pour quoi les gens payaient un gamin 2 $ de l'heure. Mes amis économisaient pour des cassettes et des vélos BMX. J'économisais pour un ticket de bus pour partir. À l'école, je faisais profil bas. Je n'étais pas la plus intelligente, mais j'étais constante. Les professeurs l'ont remarqué. L'un d'eux, Madame D, a écrit sur un bulletin scolaire « Laura va jusqu'au bout ». Je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance à l'époque, mais plus tard, ces mots ont trouvé un écho. Maman faisait de son mieux pour me protéger des pires humeurs de papa, mais on ne peut pas tout cacher. Il avait une façon de lui parler de haut, comme si elle était un meuble plutôt qu'un être humain. Je me souviens d'une nuit, j'avais environ 13 ans. Il m'a regardé de l'autre côté de la table et a dit « Tu ne seras jamais rien de plus que ta mère ». Il pensait que c'était une insulte. Je l'ai pris comme un compliment. L'été après le lycée, j'ai regardé mes amis faire leurs valises pour Texas Tech ou se marier trop jeunes. Je n'avais ni bague, ni bourse, et plus aucune patience. Un après-midi, je suis entrée dans le bureau de recrutement sur Slide Road. Le sergent des Marines derrière le bureau m'a regardé par-dessus sa moustache et a dit « Vous êtes sûre de vous, mademoiselle ?» Je l'étais. J'ai signé les papiers. Maman a pleuré ce soir-là, non pas parce qu'elle ne voulait pas que je parte, mais parce qu'elle savait que j'en avais besoin. Elle m'a dit « Laura, si tu veux t'en sortir, gagne ta place. » Alors, en août, je suis montée dans un bus en direction de l'Est. Ma valise était petite. J'avais une Bible de poche offerte par maman et 50 $ en liquide. J'ai laissé tout le reste derrière moi. J'ai fixé la fenêtre alors que les plaines du Texas défilaient, et je me suis promis que je ne laisserai plus jamais personne décider de ma valeur. Ces premières semaines à Paris Island ont été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Des puces de sable, une chaleur qui trempe vos os, des instructeurs qui vous hurlent au visage jusqu'à ce que vous trembliez de la tête aux pieds. Mais je n'ai pas abandonné. Chaque fois que mes jambes voulaient lâcher, je pensais aux paroles de papa. Chaque fois que je doutais, je me souvenais de maman travaillant de nuit, sans jamais se plaindre.
Je ne suis pas montée en grade rapidement, mais j'ai progressé de façon constante. J'ai nettoyé des fusils jusqu'à ce que mes doigts saignent. J'ai appris à naviguer grâce aux étoiles quand la boussole tombait en panne. J'ai écouté, j'ai suivi les ordres, et lentement, j'ai appris à les donner. Maintenant, allongé sur ce lit de motel des décennies plus tard, le climatiseur cliquetant à la fenêtre, je pensais à toutes ces nuits où maman était restée éveillée à coudre des uniformes, à compter les pourboires, à me dire que je valais mieux que mes origines. J'ai pensé aux amis que j'avais enterrés, aux médailles rangées dans une boîte à la maison, au poids du commandement que je portais. Et pourtant, une seule phrase d'un homme de 78 ans dans un costume de location bon marché avait réussi à me ramener à mes 13 ans, assise à une table à Leach, au Texas. Je me suis assise, je me suis frotté les yeux, et je me suis murmuré: « Tu as gagné chaque pouce de ta vie, Laura. Ne le laisse pas te prendre ça. » Les camions continuaient de rouler sur la route Hun, et je restais assise dans la pénombre, me remémorant les faits bruts d'une enfance difficile qui m'avait forgée. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas craqué. Je me suis juste souvenue. Les années se sont brouillées après Paris Island, mais le rythme du corps ne m'a jamais quittée. Petit matin, bottes lacées, uniforme repassé, café noir. Cette constance m'a porté plus loin que le talent ou le charme ne l'auraient pu. J'ai passé ma vingtaine au camp Lejeune à faire mes premières armes en tant qu'officier de logistique. Pendant que mes amis d'enfance travaillaient dans les champs de pétrole ou vendirent des voitures, j'apprenais à déplacer des bataillons à travers les océans avec rien d'autre que des presse-papiers, des radios et une pure opiniâtreté. Les nuits étaient longues, les journées encore plus. Je dormais dans des casernes en parpaing qui sentaient de la sueur et le pain. Je partageais des douches aux canalisations rouillées. Je mangeais une nourriture qui avait le goût de carton. Mais j'en faisais partie. J'appartenais à quelque chose de plus grand que moi. Je n'étais pas le genre de marine qui se faisait remarquer. Je n'avais pas un rire bruyant ni une démarche arrogante. Je me suis forgé une réputation en étant présente, en tenant ma parole, en accomplissant le travail. Les promotions venaient lentement, mais elles venaient. Premier lieutenant, capitaine, commandant. Chaque étape marquée non pas par une cérémonie, mais par la reconnaissance silencieuse de Marines qui disait « Madame, vous êtes solide ». Je me souviens d'Okinawa. L'humidité collait à la peau comme une seconde chemise. Nous faisions des exercices jusqu'à minuit, la sueur dégoulinant, les moustiques bourdonnant. J'avais un ventilateur sur mon bureau qui faisait du bruit, mais ne refroidissait jamais la pièce. J'écrivais des lettres pour de jeunes Marines qui ne savaient pas comment dire à leurs parents qu'ils se sentaient seuls. Je m'asseyais sur des caisses de transport et je les écoutais quand ils pleuraient. Rien de tout cela ne figurait dans les évaluations, mais cela comptait plus que n'importe quelle note. À la trentaine, j'étais à Quantico pour former des élèves officiers. J'ai usé 3 paires de bottes à arpenter ces terrains. Ma voix est devenue rauque à force d'aboyer des ordres. Mais j'ai appris à connaître les visages de jeunes Américains porteurs de tous les accents, de tous les États, de toutes les histoires. Certains abandonnaient, d'autres s'élevaient. J'ai appris que le leadership ne consistait pas à crier. C'était une question d'écoute. Fixer une norme et rester stable quand les tempêtes frappent. Les années à l'étranger ont laissé leur marque. Des missions dans le désert où la chaleur déformait l'air, jusqu'à ce que les fusils vous brûlent les paumes. Des nuits sous des tentes où le vent hurlait et où le sable s'insinuait entre vos dents. J'ai signé des lettres de condoléances à la lampe de poche, chacune d'elles étant un poids plus lourd que la précédente. Je me suis tenue près de cercueils recouverts du drapeau, j'ai salué jusqu'à ce que mon bras me fasse mal, et j'ai juré que je ne laisserais jamais leur nom s'effacer. Et pourtant, les promotions continuaient d'arriver. Colonel, général de brigade, et finalement général de division. Le genre de grade qui n'est pas censé arriver aux femmes. Pas chez les Marines, pas souvent. Mais je ne courais pas après les étoiles. Je faisais simplement ce que j'avais toujours fait. Être là, aller jusqu'au bout. Je ne me vante pas de mes médailles. La plupart sont dans une boîte au fond d'un placard. Les rubans sont passés, les bords sont pliés. Les vraies récompenses sont venues des voix des hommes et des femmes
avec qui j'ai servi. Comme le sergent d'artillerie Ortiz, grisonnant et direct, qui m'a dit un jour: Madame, les petits regardent ce que vous faites, pas ce que vous dites. Ou le lieutenant Chen, fraîchement sorti de l'école, qui a chuchoté avant un déploiement: Général, ça ira pour moi si ça va pour vous. Ce que les gens ne voient pas, c'est le labeur quotidien. La paperasse qui s'empile plus haut que les fusils, les réunions qui s'étirent tard dans la nuit, le rappel constant que des vies dépendent de votre jugement et que les erreurs ne s'effacent pas. Le poids du commandement est constant, implacable et solitaire. Pourtant, je l'ai porté parce qu'il était mien. Je l'ai gagné. Et personne, ni un instructeur, ni un ennemi, ni un politicien, et certainement pas mon père, ne me l'a donné. C'est la vérité à laquelle je me suis accrochée en repensant à 2 décennies de kilomètres difficiles. Des marécages de Lejeune à la poussière de l'Irak, des nuits poisseuses d'Okinawa au matin frais de Quantico, j'ai construit une carrière brique par brique, sans raccourci. Et pourtant, debout dans cette salle de la Légion, entendre la voix de mon père me réduire à rien de plus qu'à ma naissance. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que tout cela pouvait être effacé. C'est le pouvoir de la famille. Ils savent où sont les fissures et ils savent comment appuyer dessus. Mais je savais aussi autre chose. Les fissures ne vous définissent pas. C'est le mortier qui le fait. Le travail, les années, la présence constante, c'est ce qui maintient une vie entière. Et la mienne était solide, que mon père le voie ou non. L'invitation était arrivée des mois plus tôt, glissée dans une enveloppe de couleur crème avec mon nom mal orthographié. Laura Whittaker. J'ai ri en l'ouvrant. C'était tout à fait papa. Il ne prenait jamais la peine d'apprendre les petits détails. Pourtant, Tante June a appelé une semaine plus tard et a dit: Ma chérie, ce serait correct que tu viennes, même si c'est juste pour te montrer. Je n'avais pas prévu d'y aller. 54 ans m'avaient appris que certains chemins ne valaient pas la peine d'être parcourus. Mais June avait été la seule personne à ne jamais me tourner le dos. C'était la tante qui me glissait de l'argent pour le déjeuner au lycée, qui m'avait conduite à la station de bus quand j'étais partie pour Paris Island, qui appelait à chaque Noël, peu importe où j'étais stationnée. Si elle demandait, je venais. Le matin du mariage, j'étais à Quantico pour superviser une cérémonie de promotion. Uniforme de cérémonie bleu, chaussures polies si brillamment qu'on pouvait s'y voir. 2 étoiles d'argent brillant sur le col. Les familles applaudissaient. Les flashs crépitaient. La mère d'un marine m'a serré si fort que je pouvais sentir l'amidon de son chemisier. Quand la cérémonie s'est terminée, je suis retournée à mon bureau. J'ai retiré les étoiles et j'ai suspendu l'uniforme dans une housse. Un instant, j'ai pensé à le laisser là, mais quelque chose m'a dit de le mettre dans le coffre de ma Chevrolet. Le trajet jusqu'à Fredericksburg n'avait rien de nouveau, juste la lente agonie de la I-95, les feux stop, les panneaux publicitaires pour Cracker Barrel et les concessionnaires automobiles. Je me suis arrêtée pour prendre de l'essence dans une station Exxon, j'ai pris un café noir qui avait un goût de caoutchouc brûlé, et j'ai continué. Au moment où je suis entrée sur le parking de la Légion américaine, le soleil déclinait, peignant le ciel d'orange et de violet. Des pick-up, des monospaces et une limousine que Denise avait dû louer étaient déjà garés. Je n'ai pas porté mon uniforme à l'intérieur. À la place, j'ai mis une robe bleu marine toute simple et une paire de chaussures plates. Rien de sophistiqué. Je ne voulais pas que les regards se tournent vers moi. C'était la journée de papa, pas la mienne. Je la lui laissais. À l'intérieur, la salle sentait le barbecue et le parfum bon marché. Des nappes en plastique recouvraient des rangées de tables pliantes. Un DJ s'était installé dans un coin, testant les enceintes avec un morceau de Conway Twitty. Des cousins que je n'avais pas vus depuis 30 ans chuchotaient derrière leurs serviettes. Certains ont fait un signe de la main, d'autres non. J'ai hoché la tête. J'ai continué d'avancer. Denise était rayonnante dans une robe à strass qui semblait sortir tout droit de la vitrine d'un grand magasin. Elle m'a serrée dans ses bras de manière raide, toute de dents et de parfum. « Laura », a-t-elle dit d'une voix haut perchée,
Si contente que tu aies pu venir. Sa fille Ashley se tenait à ses côtés, les joues roses à cause de trop de fard, un verre de vin déjà à la main. Je ne suis pas restée longtemps à table. J'ai pris un café dans un gobelet en polystyrène, j'ai remué alors qu'il n'y avait rien à remuer, et je me suis assise au fond, près de la sortie. C'est là que les toasts ont commencé. Papa s'est tenu devant tout le monde, ses cheveux gominés vers l'arrière, son costume trop large aux épaules. Il a levé un verre de champagne et la salle s'est tue. La famille, a-t-il commencé, est ce qui donne de la fierté à un homme. Ma poitrine s'est serrée. Pendant une seconde, j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, il dirait quelque chose de gentil. Mais ensuite, il m'a montré du doigt. Elle n'est rien d'autre qu'une bâtarde. La pièce s'est figée. Les fourchettes ont cessé de gratter. Tante June a eu un haut-le-cœur. « Hal, ne fais pas ça !» Il a continué, la voix montant en volume. « Et ça, ici ?» Il a attiré Ashley contre lui. « C'est ma vraie fille, celle qui porte mon nom avec honneur. » Ashley a rougi et a gloussé comme si elle venait d'être couronnée reine du bal. Denise a frappé dans ses mains, fière comme un pont. Et moi ? J'ai juste posé mon café, j'ai dit au barman « L'eau ira très bien, merci. » Et je suis sortie. Le parking était encore chaud de la journée, les cigales bourdonnaient dans les arbres. Je me suis appuyée contre la Malibu, fixant la housse dans le coffre. Cet uniforme bleu, lourd de médailles et de 2 étoiles, était suspendu silencieusement à l'intérieur. Je l'avais apporté par habitude, pas par intention. Mais maintenant, je me demandais si le destin n'avait pas d'autre plan. Je suis restée là plus longtemps que prévu, écoutant les rires s'échapper par les portes ouvertes. Les gens à l'intérieur avaient décidé de la manière de réagir aux paroles de papa. Certains applaudissaient, d'autres détournaient les yeux. La plupart restaient silencieux. Le silence peut peser plus lourd qu'une insulte. Maman disait souvent « Laura, tu n'as pas à mener tous les combats, mais ceux que tu choisis, mène-les proprement. » Je me répétais cela, regardant les lucioles scintiller sur l'herbe. Proprement. Pas de cris, pas de laideur. Proprement. Et sur ce parking, j'ai réalisé que je n'étais pas venue à ce mariage seulement pour tante June. Au fond de moi, j'étais venue parce qu'une partie de moi espérait encore que papa finirait par me voir. Ce n'était pas le cas. Mais peut-être qu'il était temps que tous les autres me voient. Je suis rentrée après un moment, essayant de me fondre dans le décor. Le DJ était passé à George Strait et des couples dansaient sur le sol en linoléum. L'air sentait le porc effiloché, la salade de choux et le thé sucré qui condensait sur les gobelets en plastique. Personne ne me regardait 2 fois. La plupart des gens étaient absorbés par la fête. C'est alors que j'ai entendu la voix de Denise s'élever au-dessus de la musique. Elle se tenait au milieu d'un cercle de cousins, riant fort, la main posée sur le bras d'Ashley. « Voici ma fille Ashley », disait-elle avec fierté. « Elle est chez les Marines, stationnée à Quantico, rien de moins. » Les cousins ont poussé des cris d'admiration, les yeux écarquillés. Ashley s'est rengorgée, son verre de vin oscillant entre ses ongles vernis. « C'est vrai », a-t-elle dit avec un sourire. « Quantico, c'est pratiquement le quartier général. Je m'occupe de choses importantes. Tout le monde me connaît là-bas. » Je suis restée silencieuse, sirotant mon eau. Ma vie sous les drapeaux m'avait appris quand parler et quand se taire. Mais la vérité me brûlait la gorge. Je connaissais le nom d'Ashley. Il était passé sur mon bureau la semaine dernière. Elle était caporale dans l'administration, signalée pour des reçus de voyage falsifiés. Rien qui ne mette fin à une carrière si elle reconnaissait les faits et corrigeait le tir, mais assez sérieux pour qu'elle ait besoin d'être encadrée. Je n'en ai pas parlé. Pas au mariage de sa mère, pas sous le regard de tout le monde. Mais le contraste me rongeait, mon père la présentant comme une étoile montante, alors que je n'étais qu'une bâtarde à ses yeux. Je me suis approchée, assez près pour entendre les détails. Denise se vantait. Elle ira loin. Tout le monde n'est pas affecté à Quantico. Cela vous montre le genre de talent qu'elle a. L'un des cousins, le vieux Bobby de Charlottesville,
a tapé dans le dos d'Ashley. Eh bien, bravo ma grande, porte fièrement le nom de la famille. Ashley a souri, le menton haut, savourant chaque goutte d'attention. Oh, je le ferai. Vous me verrez avec des galons d'ici peu. Peut-être même à l'école des officiers. La salle bourdonnait d'approbation. Pendant ce temps, je me tenais là, un général avec 2 étoiles, inaperçu dans ma robe bleu marine toute simple. Tante June s'est approchée en traînant les pieds, murmurant « Laura, ne fais pas attention à eux. Les gens ne connaissent pas la moitié de l'histoire. » Ses yeux, doux et tristes, cherchèrent les miens. J'ai juste esquissé un mince sourire. « Tout va bien, June ?» Mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. Je n'étais pas jalouse de la fierté d'Ashley. Elle était jeune, ambitieuse, peut-être imprudente, mais elle restait une marine. Ce qui faisait mal, c'était la suffisance de papa, la façon dont il l'utilisait comme un faire-valoir pour m'effacer. Plus tard, au buffet, je me suis retrouvée à côté d'Ashley. Elle empilait du poulet frit dans son assiette, parlant à toute allure à une amie. Elle s'est tournée, m'a remarqué et a dit « Oh, hé, tu es Laura, c'est ça? Le premier enfant de papa. » J'ai hoché la tête. C'est exact. Son amie a demandé « Alors, vous êtes aussi dans les Marines ?» Ashley a eu un petit rire narquois avant que je ne puisse répondre. Nan, elle fait juste son truc à elle. Puis elle m'a fait un clin d'œil comme si nous partagions une plaisanterie privée. J'ai posé mon assiette, intacte. Quelque chose comme ça, ai-je dit calmement avant de m'éloigner. De retour à ma table, j'ai remué un autre gobelet de mauvais café. Mes mains étaient stables, bien que ma poitrine brûle. J'ai pensé à ce mémo de conseil sur mon bureau, celui avec le nom d'Ashley en haut. J'ai pensé au fait que le corps ne se soucie pas de la fierté familiale ou des discours de mariage. Il se soucie de la vérité, de la discipline, de la responsabilité. Et j'ai pensé à la façon dont papa l'avait appelée sa vraie fille, tout en me rejetant comme si je n'étais rien. Je ne blâmais pas Ashley. Elle était jeune, emportée par la fierté de sa mère. Mais je savais que tôt ou tard, elle apprendrait ce que le corps des Marines exigeait, et ce n'était pas des présentations étincelantes dans des salles de la Légion. C'était le genre de travail qui vous laissait épuiser jusqu'à la moelle, constante et marquée. Je ne voulais pas me venger d'elle. Je ne voulais même pas me venger de papa. Ce que je voulais, c'est que la vérité éclate. Et parfois, la seule façon pour la vérité d'éclater est de la placer devant tout le monde, purement et simplement. Cette nuit-là, alors que je retournais au motel, les phares balayant la route 3, je ne cessais de rejouer la scène dans ma tête. Denise se vantant, papa rayonnant, Ashley savourant tout cela. Je revoyais sans cesse la housse dans mon coffre, les 2 étoiles brillant sur le col. J'avais choisi de ne pas le porter. J'avais choisi le silence. Mais le silence, je le réalisais, avait un coût. Le parking était presque vide quand je suis ressortie. Quelques vieux vétérans étaient appuyés contre le capot d'une Dodge, fumant et échangeant des histoires, leur rire dérivant dans la nuit chaude de Virginie. L'air était chargé de chèvrefeuilles et de la légère aigreur de la bière renversée. Je suis passée devant eux, j'ai hoché la tête, et je me suis dirigée vers ma Chevrolet Malibu. Je me suis appuyée contre le coffre, fixant la silhouette sombre des arbres au-delà du parking. Je pouvais encore entendre le battement étouffé de la musique à l'intérieur de la salle. Quelqu'un avait mis « Amarillo by Morning ». La voix de mon père résonnait dans ma tête, plus forte que la ligne de basse. Elle n'est rien d'autre qu'une bâtarde. J'ai ouvert le coffre. La housse était posée en travers, la fermeture éclair brillant dans la pénombre. Je n'avais pas prévu de porter à nouveau l'uniforme ce jour-là, mais maintenant, j'avais l'impression qu'il m'attendait, patient et lourd. J'ai passé la main sur la housse, et je jure que je pouvais sentir le poids de chaque kilomètre, de chaque année, de chaque tombe que j'avais saluée. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, le pouce survolant les contacts. Un nom m'est apparu. Samuel Ortiz, retraité. J'avais servi avec Ortiz il y a 20 ans à Okinawa, et bien qu'il soit à la retraite maintenant, il avait le don de me rappeler ce qui importait. J'ai appelé. Il a décroché à la 2e sonnerie. « Général,
a-t-il dit, la voix éraillée mais chaleureuse. Je ne m'attendais pas à vous entendre si tard. J'ai soupiré, m'appuyant contre la voiture. Sam, je suis au mariage de mon père. Il s'est levé devant tout le monde et m'a traité de bâtarde. Puis il a présenté Ashley comme sa vraie fille. Un silence s'est installé un instant. Puis Ortiz a eu un petit rire sec comme de la poussière. Il est toujours le même vieux Al, hein? Pire, ai-je murmuré. À quoi pensez-vous, madame? A demandé Ortiz. J'ai fixé la housse. J'ai ma tenue de cérémonie bleue dans le coffre. 2 étoiles, les décorations, tout. Une partie de moi veut y retourner en la portant. Une autre partie pense que c'est mesquin. La voix d'Ortiz s'est raffermie. Vous avez gagné cet uniforme, madame. Chaque point de couture. Le porteur n'est pas mesquin. C'est la vérité. Ne dites pas grand-chose. Ne haussez pas le ton. Soyez simplement qui vous êtes. C'est plus qu'assez. J'ai fermé les yeux, respirant l'air humide de la nuit. Je ne veux humilier personne. Alors ne le faites pas, a simplement dit Ortiz. Mais ne laissez pas un mensonge perdurer non plus. Votre vieux peut crier. Votre belle-mère peut se vanter. Mais l'uniforme que vous avez gagné, personne ne peut vous l'enlever. Laissez-les le voir. Laissez-les savoir. Nous sommes restés en silence un moment, avec seulement le bourdonnement des cigales. Finalement, Ortiz a dit « Quoi que vous décidiez, madame, je sais que vous le ferez proprement. » Proprement, ai-je répété, me souvenant des paroles de maman. Merci, Sam. Après avoir raccroché, je suis restée là longtemps, à écouter la nuit. Un klaxon de train a retenti quelque part au loin, bas et lugubre. J'ai ouvert la housse. L'odeur de laine et d'amidon m'a frappée comme le souvenir lui-même. Pièce par pièce, je l'ai mis. Chemise impeccable, col serré. Les médailles épinglées en rangées précises. 2 étoiles d'argent brillant sur les épaules. J'ai enfilé la veste. Je l'ai boutonnée lentement. J'ai mis les chaussures polies qui reflétaient les lumières du parking. Enfin, je me suis regardée dans le rétroviseur. La femme qui me fixait n'était pas seulement Laura DeLish, fille de Maggie, rejetée par Al. C'était le major général Whittaker, du corps des Marines des États-Unis. J'ai redressé les épaules, ajusté mon képi et je me suis murmuré « Tu n'es pas venu ici pour gagner une scène. Tu es venu ici pour porter la vérité. » Sur ce, j'ai fermé le coffre et je suis retournée vers la salle, chaque pas ferme, régulier, propre. La salle bourdonnait encore quand j'ai poussé la porte. Une bouffée d'air conditionné m'a frappée, accompagnée des notes d'un violon provenant des enceintes du DJ. Les gens riaient, trinquaient, coupaient le gâteau. Mais quand j'ai franchi le seuil, le bruit ne s'est pas seulement calmé, il est mort. J'ai avancé, mes talons claquant sur le linoléum, mon uniforme bleu brillant sous les néons. 2 étoiles d'argent captaient chaque regard. On aurait pu entendre une mouche voler. Un cousin a murmuré « Seigneur !» Un autre a chuchoté « Ce sont 2 étoiles, n'est-ce pas ?» Les chaises grinçaient alors que les gens se tournaient pour me suivre des yeux. Papa s'est figé près de la table d'honneur. Le bras de Denise était passé dans le sien. Son sourire a vacillé, puis s'est durci en quelque chose de plus froid. Ashley était en plein rire quand elle m'a vue. Au début, ses yeux ont capté les médailles, les rubans, la coupe de la veste. Puis son regard s'est levé et elle a vu mon visage. Elle est devenue livide. Elle a reculé d'un pas, sa main tremblant contre son verre de vin. « Oh mon Dieu !» a-t-elle bafouillé, la voix tremblante, assez fort pour que toute la pièce l'entende. « C'est mon général. » Les mots sont restés suspendus comme le son d'une cloche. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'en avais pas besoin. J'ai marché vers l'avant, chaque pas mesuré. Quand j'ai atteint la table d'honneur, je me suis tournée vers la foule. « Je suis venue ce soir pour souhaiter une bonne vie à mon père », ai-je dit d'une voix égale et calme. Je ne suis pas venue pour les discours et je ne suis pas venue pour les insultes. Je suis qui je suis, et j'ai travaillé pour cela. Personne ne respirait. Le DJ avait coupé la musique, et même la machine à glaçons semblait avoir cessé de ronronner.
Je me suis légèrement tournée vers Ashley, qui restait pétrifiée, les joues encore pâles. Ashley s'occupera de toutes les affaires des Marines au bureau. Pas ici. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Elle a hoché la tête une fois, d'un geste sec et saccadé. Puis, j'ai levé mon verre d'eau. À la justice, quand nous le pouvons. J'ai pris une gorgée lente, j'ai posé le verre et j'ai attendu. C'est Tante June qui a rompu le silence. Laura, ma chérie, a-t-elle chuchoté, la voix chargée de larmes. Elle a commencé à applaudir. Un par un, les autres se sont joints à elle, hésitant au début, puis plus fort. Les vétérans du Vietnam au fond se sont redressés sur leurs chaises et ont salué, vifs et fiers. Une femme de l'église a tamponné ses yeux avec une serviette. Même le barman, le gamin au gilet, s'est tenu plus droit derrière son comptoir. Papa n'a pas applaudi. Il est juste resté là, la mâchoire serrée, les yeux rétrécis. Denise a forcé un sourire qui ressemblait plus à une grimace. Mais cela n'avait pas d'importance. La vérité se tenait là, évidente pour tout le monde, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je ne me suis pas attardée. Je n'étais pas là pour jubiler. Je me suis éloignée de la table d'honneur, j'ai traversé la salle alors que les applaudissements s'intensifiaient, et je me suis dirigée vers la porte. Chaque poignée de main, chaque hochement de tête, chaque merci, général, murmuré, était plus qu'assez. Dehors, les cigales bourdonnaient toujours. La nuit était encore lourde de l'air estival. J'ai pris une profonde inspiration. Je l'ai relâchée lentement et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie propre. Les applaudissements se sont estompés alors que je sortais dans la nuit. La musique à l'intérieur a repris, quelqu'un essayant de recoudre les morceaux de la soirée. J'ai traversé le parking, les cigales bourdonnant plus fort que le violon, et je me suis appuyée contre ma Malibu. Ma poitrine était serrée, mais pas de honte. C'était un soulagement. Je ne suis pas partie tout de suite. Les gens ont commencé à sortir un par un, comme s'ils avaient trop besoin d'air après ce qu'ils venaient de voir. Un vétéran du Vietnam portant une casquette s'est approché, sa démarche raide à cause de vieilles blessures. Il m'a tendu la main. « Fier de vous, madame », a-t-il dit, la voix rugueuse mais assurée. « Nous aurions eu besoin de quelqu'un comme vous à l'époque. » J'ai serré sa main fermement. « Merci, et merci pour votre service. » Une autre invitée, une femme dont je me souvenais vaguement des repas de paroisse, a pressé ma main entre les siennes. « Votre maman serait si fière, Laura. » Ses yeux étaient pleins de larmes et, avant que je ne puisse répondre, elle est retournée à l'intérieur. Ashley est sortie ensuite. Elle a hésité longtemps, triturant sa pochette avant de marcher vers moi. Sa voix était petite, rien à voir avec le ton impudent qu'elle affichait à l'intérieur. Je ne savais pas. Je veux dire, je n'avais pas réalisé. J'ai observé son visage. Elle n'était qu'une gamine, au fond. 26 ans. Trop de fard, encore l'odeur du vin dans son haleine. Tu n'as pas encore à tout savoir, ai-je dit calmement. Mais tu dois être honnête. Nous parlerons à Quantico. Apporte tes reçus. Apporte la vérité. Tout ira bien si tu es honnête. Elle a dégluti avec peine, a hoché la tête et a chuchoté. Oui, mon général. Puis, elle s'est dépêchée de partir dans la nuit. Papa n'est jamais sorti. Pas tout de suite. Denise a suivi Ashley, les lèvres serrées, le regard foudroyant. Elle ne m'a pas parlé. Elle est juste passée devant moi, ses chaussures claquant sur l'asphalte. Le parking s'est vidé jusqu'à ce qu'il ne reste plus que moi et le bourdonnement des lampadaires. Je me suis assise sur le siège conducteur, l'uniforme toujours impeccable, les mains posées sur le volant. Mon téléphone a vibré. Un message vocal de papa. Je ne l'ai écouté que plus tard. Sa voix était tremblante. « Laura, j'ai été trop loin. Je n'aurais pas dû dire ça. Je ne sais pas comment réparer ça. » Il a raccroché sans dire au revoir. Le lendemain matin, de retour à Quantico, j'étais assise derrière mon bureau avec une pile de dossiers. Le mémo d'Ashley était là, m'attendant exactement là où je l'avais laissé. Je l'ai pris,
Je l'ai lu ligne par ligne et je l'ai signé conformément au règlement. Pas de cruauté, pas de favoritisme, juste la vérité. C'est ce que le corps exige. La nouvelle du mariage s'est répandue rapidement. Les Marines parlent, mais je n'ai pas alimenté l'histoire. Je me suis présentée au travail, comme toujours. Inspection, réunion, jeunes officiers bafouillant lors de leur premier rapport. J'ai gardé le rythme régulier parce que c'est cela le leadership, la constance, pas le spectacle. Ce week-end-là, je suis allée au cimetière où maman était enterrée. L'herbe était tondue, des drapeaux impeccables flottaient entre les rangées de pierres. Je me suis tenue là, sous le soleil du matin, les mains jointes derrière le dos, et je lui ai dit doucement « C'est fait, maman. Il a dit ce qu'il avait à dire et j'ai dit ce que j'avais à dire, mais je l'ai fait proprement. » Le vent s'est levé, portant une légère odeur de chèvrefeuille. Je suis restée jusqu'à ce que le soleil soit haut, puis je suis rentrée chez moi, vitres baissées, radio à bas volume. Des mois ont passé, et la vie a repris son rythme familier. Les réunions d'état-major du matin à Quantico qui s'éternisent, les nuits tardives, avec la paperasse empilée plus haut que ma tasse de café. Personne ne mentionnait plus le mariage, bien que je sentais que l'histoire avait circulé. Les Marines forment un réseau discret. Les informations circulent dans les files d'attente du réfectoire et les zones fumeurs plus vite que par courriel. Mais au travail, on me traitait comme avant. « Bonjour, madame ». Des saluts nets et ce genre de respect constant qui vient des années de service, pas des gros titres. Puis est venue la cérémonie de passation de commandement. L'un de nos régiments d'entraînement changeait de direction et, en tant que commandant de la base, c'était mon rôle de présideur. La journée était fraîche, les drapeaux claquaient au vent, les cuivres étaient polis comme des miroirs. Les familles remplissaient les chaises pliantes sur le terrain de parade, les appareils photos étaient prêts, les enfants s'agitaient dans leurs habits du dimanche. La fanfare des Marines jouait avec précision, leurs notes résonnant sur le terrain. Je me tenais au pupitre, l'uniforme parfait, les rubans alignés comme le registre d'une vie durement vécue. J'ai prononcé les mots habituels, simples et clairs. Reconnaissance pour le commandant sortant, bienvenue pour le nouveau. Rien de fleuri, juste la vérité. Les Marines n'ont pas besoin de discours, ils ont besoin de stabilité. Après la cérémonie, je suis descendue pour saluer les familles. Une file s'est formée. Poignée de main, photographie, remerciements polis. Et là, vers le fond, je l'ai vu. Papa, une veste de sport une taille trop grande, la cravate de travers, les cheveux plus fins que dans mes souvenirs. Il n'avait pas amené Denise. Il n'avait pas amené Ashley. Il se tenait seul, les mains enfoncées dans les poches, attendant son tour comme n'importe quel autre invité. Quand il est arrivé devant moi, il n'a pas souri d'un air narquois ni bombé le torse. Il n'a pas fait de blague pour cacher sa nervosité. Il a juste tendu la main et a dit assez fort pour que les gens autour entendent. « Ma fille, le général Laura Whittaker. »« Pas une bâtarde, pas rien. »« Ma fille. » Les mots étaient simples, presque maladroits, mais ils étaient réels, et ils se sont installés quelque part en moi, plus lourds que son insulte ne l'avait jamais été. Tante June était là aussi, les larmes aux yeux. Elle nous a serrés tous les deux dans ses bras, murmurant « Il était temps, Al, il était temps. » Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait de scène. J'ai juste hoché la tête. J'ai serré sa main et j'ai dit « Merci ». Puis, il s'est écarté, laissant passer la famille suivante. Pas d'histoire de réconciliation digne d'un livre, pas d'étreinte chaleureuse, juste une petite correction constante exprimée en public. Et c'était suffisant. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi, vitres baissées, l'autoroute I-95 vrombissant sous mes pneus. Un gobelet vide brinque-ballait dans la console, le goût du thé sucré restant en bouche. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'ai ressenti quelque chose comme de la paix. Voici ce que j'ai appris. Le sang, ce n'est pas celui qui crie le plus fort lors d'un toast de mariage. Le sang, c'est celui qui se présente, même tard, même maladroitement, mais avec honnêteté. Et la dignité, elle n'a pas besoin de foule.
Mais parfois, une foule a besoin de voir la dignité pour s'en souvenir quand son tour viendra. Si vous avez écouté jusqu'ici, peut-être portez-vous vos propres insultes, des mots destinés à vous réduire à néant. Ne les laissez pas s'accrocher. Tenez-vous debout dans votre vérité, proprement et avec constance. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la, transmettez-la parce que quelqu'un d'autre, quelque part, a besoin de savoir qu'il n'est pas seul, qu'il vaut mieux que la pire chose jamais dite à son sujet. Merci d'être resté avec moi. Si vous souhaitez entendre d'autres histoires comme celle-ci sur la force tranquille que nous portons et les comptes que la vie nous demande de rendre, j'espère que vous vous inscrirez ou que vous partagerez cela avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Oh, I can rest here. Do I need a rest? No, I don't. I'm good. Chocobo Shiva I never know how to say his name. The Judgment Bolt guy. Titan's got nothing if you cast float. Okay, good to know. 1200? Oh, hell no. Hell no. Ramu. Oh, Ramu. Okay. Is he a cow? Ramu? Yes, no, I'm loving it, Greg. This has been amazing. Phoenix down. Rydia, please stay here with us. Oh, I can see. Nice. Shh, this is the library, for crying out loud. This book is so moving. Oh, it's the name changing person. There are many, many books here. It would take several lifetimes to read everything. Do you have literature in your world too? Land of Summons Throne Room. This is the royal chamber. You must receive permission before you may approach the king. You think I'm the king? No, no, I'm just an old man. Queen Asura. Rydia, dear, what brings you here? We need your help. Very well, but first you must prove your worth. That is the way of things here. Do you possess the strength? I don't know. Do I? Guess we'll find out. What are you weak to? Blizzard, maybe? Edge, I swear to... Edge. Edge. Why are you? Why are you the way you are? Okay, Blizzard didn't do shit. He's gonna get hit again though, so... Do I even bother? Oh, I probably shouldn't have summoned Shiva. That was stupid. I ain't gonna do shit. Oh, never mind. It did pretty good damage. Okay, so summons will do pretty good damage against. I do need to heal. What? Oh. Oh, she healed.
Oh my god, Edge! Lars, hello! Hi, Taciturnus. Thank you for the hydrate. I will hydrate in a moment here. I think that's the first time I've summoned him. Oh, okay, that would be much. Cover him. What about Titan? Okay, now that Edge has Protect, hopefully he won't freaking die so fast. Oh, that did good damage. It's not gonna do much, I think. Why is it trying to cast Life on itself? Let's see if actually I'll just keep summoning. Cecil, thank you for tanking. Thank you for tanking our squishy boy. Damn it. Rydia has no more.
Ooh, I should scan. I don't think scanning her would do anything though. I just want to see how low her health is.